L'Empire des voyages extraordinaires, Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel, et l'invention du marketing littéraire moderne, ce que la plus grande franchise éditoriale du XIXe siècle enseigne aux créateurs de contenu de 2026, il est des associations entre un auteur et son éditeur qui transcendent la simple relation contractuelle pour devenir des événements de civilisation. Celle de Jules Verne et de Pierre-Jules Hetzel en est l'exemple le plus accompli que l'histoire de la littérature ait produit en langue française. Né d'une rencontre fortuite en 1861, ce partenariat allait en 40 ans de travail acharné et de négociations parfois âpres produire 62 romans, des millions de volumes vendus dans le monde entier, une collection devenue l'une des premières franchises littéraires de l'histoire, et un système de commercialisation du livre si inventif, si structuré, si médité dans ses moindres rouages qu'il constitue aujourd'hui encore un manuel de marketing d'une pertinence saisissante pour quiconque cherche à vendre un contenu dans l'économie de l'attention numérique. Ce n'est pas une métaphore, c'est une constatation que la relecture attentive des méthodes hetzeliennes impose avec la force de l'évidence. Deux hommes qui avaient tout raté avant de tout réussir. Pierre-Jules Hetzel, né à Chartres en 1814, dans une famille sans fortune particulière, et sa vie ressemble, jusqu'à la cinquantaine passée, à une succession de coups d'éclat suivis de catastrophes qui auraient découragé un homme moins tenace. Républicain fervent dans une France qui oscille entre révolution et restauration, il est chef de cabinet de Lamartine au ministère des Affaires étrangères lors de la Révolution de 1848, puis condamné à l'exil lorsque le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte balaie la Deuxième République en 1851. Il passe 8 années à Bruxelles, où loin d'être brisé il continue de publier. C'est dans ces années d'exil qu'il donne au monde Les Châtiments de Victor Hugo, cette poésie de combat que la censure impériale interdit en France, avant de bénéficier de l'amnistie de 1859 et de rentrer à Paris avec la volonté intacte de construire quelque chose de durable. Ce quelque chose sera la maison d'édition qui portera son nom et qui changera à jamais la manière dont les Français lisent, achètent et reçoivent des livres. Jules Verne, lui, a 35 ans en 1863 et une décennie de demi-échecs théâtraux derrière lui. Nantais de naissance et fils d'un avoué qui espérait le voir reprendre l'étude familiale, il a fui Nantes pour Paris dès sa majorité, convaincu de son destin littéraire avec cette obstination tranquille des grands créateurs qui confondent leur désir avec leur vocation. Il écrit des vaudevilles, des livrets d'opéra comique, des pièces qui ne se jouent pas ou ne tiennent pas l'affiche, et survit en travaillant comme agent de change à la Bourse de Paris, un emploi qu'il exerce avec la même régularité disciplinée qu'il mettra plus tard à produire 2 puis 3 romans par an. C'est dans les bibliothèques et les cercles savants de la capitale qu'il compense ce qu'il ne gagne pas sur les scènes. Il dévore les revues scientifiques, les récits de voyage, les traités de géographie, les bulletins des sociétés d'exploration, accumulant une documentation encyclopédique qui ne demande qu'un projet pour trouver son emploi. La rencontre entre les deux hommes a lieu en 1861 par l'entremise d'Alfred de Bréhat et elle prend d'emblée la forme d'un dialogue exigeant. Hetzel rejette un premier manuscrit de Verne, un récit de voyage en Angleterre et en Écosse qu'il juge trop léger, mais voit dans la nouvelle que celui-ci lui soumet ensuite, un voyage en l'air, la matière d'un projet plus ambitieux. Il lui demande de la retravailler, de la densifier scientifiquement, d'y injecter toute la précision documentaire dont l'auteur dispose. Verne revient avec ce qui deviendra 5 semaines en ballon. Hetzel le publie le 15 janvier 1863. Le premier tirage est de 2000 exemplaires, chiffre modeste pour une époque où les meilleurs romans se vendent à 20 000. Mais le livre rencontre aussitôt un succès qui dépasse les frontières françaises. Du vivant de l'auteur, il s'en vendra 76 000. La franchise est lancée. 2. Le système hetzelien, une architecture commerciale d'une modernité stupéfiante, la sérialisation comme moteur d'audience. Avant même de s'interroger sur le format des livres ou sur leur prix, Hetzel construit son système sur un principe que le monde numérique redécouvrira 150 ans plus tard sous le nom de content marketing. Il faut d'abord créer une audience, lui offrir gratuitement ou à très bas prix une valeur régulière, et monétiser cette audience dans un second temps par des produits premium. L'instrument de cette stratégie est le magasin d'éducation et de récréation, revue bi-hebdomadaire qu'il fonde en mars 1864 avec le pédagogue Jean Massé, et dont la formule éditoriale est exprimée dans une devise que l'on retrouvera, légèrement reformulée, dans chaque communication commerciale ultérieure. Instruire en amusant, amuser en instruisant. Cette formule n'est pas un slogan publicitaire. C'est l'architecture idéologique d'un produit, la définition précise de la promesse faite au lecteur et à ses parents, et la ligne directrice que l'éditeur imposera à Verne dans chaque négociation sur le contenu de ses manuscrits.
Dans ce magazine, les romans de Jules Verne paraissent en feuilleton, chapitre après chapitre, à un rythme bimestriel. Chaque livraison se conclut par une suspension narrative calculée, ce que les anglo-saxons nommeront cliffhanger, qui rend la prochaine livraison indispensable. L'abonné qui suit Phileas Fogg dans son tour du monde ou le capitaine Nemo dans les profondeurs de l'océan est un abonné qui renouvelle, non pas par habitude mais par nécessité narrative. Il veut savoir la suite. Ce système de la prépublication en feuilleton remplit plusieurs fonctions commerciales que les commentateurs de l'époque n'ont pas toutes identifiées explicitement, mais qu'Hetzel a intégrées avec une lucidité remarquable. Il crée une demande avant le livre, lorsque le roman paraît en volume, plusieurs mois ou plusieurs années après le début de la sérialisation, il existe déjà une communauté de lecteurs acquis qui attend le produit fini avec impatience. Il permet aussi de tester le texte. Les réactions des abonnés du magasin informent l'éditeur sur les passages qui retiennent l'attention et ceux qui l'émoussent bien avant que le livre ne soit imprimé en grand nombre. La stratégie des 3 formats, l'invention du pricing à palier, ce que Hetzel met en place à partir de 1865 et qui représente peut-être sa contribution la plus directement transposable au monde commercial actuel, est une architecture tarifaire à 3 niveaux pour un même contenu. Le lecteur qui veut accéder à l'œuvre de Jules Verne peut le faire à 3 prix différents, selon le degré d'expérience qu'il souhaite s'offrir. La première strate est le petit format IN18 broché, sans illustration ou très peu illustré, vendu dans la bibliothèque d'éducation et de récréation. C'est l'édition d'accès, celle qui permet aux classes populaires et aux bibliothèques de province d'acquérir les textes à un prix modique. La deuxième strate est une édition intermédiaire illustrée, de format moyen, reliée simplement. La troisième, et c'est là que le génie commercial d'Hetzel se manifeste dans toute son étendue, est le grand Inuit illustré, richement cartonné, aux couleurs vives et aux dorures généreuses, fabriqué par les meilleurs relieurs et imprimeurs de Paris, et vendu comme cadeau de luxe pour les étrennes de fin d'année. Ces cartonnages, terme qui désigne les reliures décoratives en toile cartonnée que la maison Hetzel développe en plus de 2000 variantes au fil des décennies, ne sont pas simplement de beaux livres. Ils sont la définition même de ce qu'on appellera bien plus tard l'objet désirable. Des artefacts dont la valeur dépasse la somme de leur contenu parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont rares dans certaines combinaisons de couleurs et de motifs, et parce qu'ils signalent à la bibliothèque de celui qui les possède une appartenance culturelle et un niveau de goût. Le cartonnage à l'éléphant, le globe doré, le phare polychrome, les 2 éléphants, le portrait, chaque type crée une variation légèrement différente que le collectionneur doit acquérir pour avoir la série complète, sachant pertinemment qu'Hetzel continuera d'en produire de nouvelles. C'est 2 siècles avant les sneakers en édition limitée, la même mécanique du drop et de la rareté calculée que Nike et Supreme ont porté à son paroxysme dans l'économie de l'hypermodernité. Les affiches d'étrennes. L'invention de la campagne saisonnière, une autre innovation dont la postérité reste insuffisamment reconnue, est la campagne publicitaire d'étrennes qu'Hetzel orchestre chaque année à l'approche des fêtes de fin d'année. Il fait réaliser par les meilleurs illustrateurs et affichistes de l'époque des affiches grand format colorées, d'une qualité graphique qui les élève au rang d'œuvres d'art à part entière, et les fait plaçarder dans les librairies et les lieux publics de France. Ces affiches représentent Jules Verne lui-même, entouré de tous ses personnages, Phileas Fogg et Passepartout, le capitaine Nemo et son Nautilus, Michel Ardan dans son obus lunaire, Robur le Conquérant dans son Albatros, créant une iconographie cohérente et reconnaissable qui préfigure avec une précision troublante ce que Marvel Studios fera avec ses affiches d'ensemble du MCU. C'est l'idée, formulée 150 ans avant que le concept de personal brand soit théorisé, qu'un auteur peut devenir une marque, que son nom sur une couverture doit déclencher chez le lecteur-acheteur la même réaction pavlovienne que le logo d'un produit de confiance. Cette saisonnalité commerciale n'est pas anodine. Hetzel comprend que la décision d'achat d'un livre de prix est différente de celle qui préside à l'achat d'une brochure bon marché. Elle obéit à une logique de cadeau, de transmission, de gestes culturels. On offre les voyages extraordinaires à un enfant pour Noël ou pour sa fête, comme on offre aujourd'hui un livre illustré à couverture rigide, une montre, un parfum. En positionnant délibérément son édition de luxe dans le calendrier émotionnel des fêtes, Hetzel ne vend pas un livre. Il vend un moment, une relation, la définition de soi comme parent attentif à l'éducation et à l'émerveillement de ses enfants. La promesse n'est pas informative, elle est identitaire. La formule idéologique comme proposition de valeur universelle, l'une des clés les moins commentées du succès commercial des voyages extraordinaires, est la formule qui en constitue le programme éditorial. Instruire en amusant, amuser en instruisant. Cette formule,
qu'Hetzel impose à Verne comme contrainte contractuelle et que Verne finit par s'approprier si profondément qu'il ne distingue plus les exigences de l'éditeur de ses propres convictions d'auteur. Est-ce une proposition de valeur d'une efficacité redoutable parce qu'elle supprime d'un seul mouvement l'objection principale qui s'opposait à la consommation de romans dans les familles bourgeoises du Second Empire? La culpabilité. Lire un roman de divertissement pur était oisif. Étudier des traités scientifiques était aride. Lire Jules Verne était les deux à la fois. C'était un plaisir qui se justifiait par l'utilité, une utilité qui se déguisait en plaisir. La mère de famille qui achetait 20 000 lieues sous les mers pour ses fils n'achetait pas un livre 500 aventures, mais une leçon d'océanographie, de géologie, de biologie marine, enveloppée dans le récit le plus captivant que le siècle ait produit. Cette double légitimation élargissait considérablement le marché adressable. Au lieu de concurrencer sur le seul terrain du divertissement, Hetzel et Verne occupaient un espace hybride où ils n'avaient pas de concurrent direct. 3. La fabrique de l'œuvre, le contrôle éditorial comme management de marque, ce qui distingue le partenariat Verne-Hetzel de la plupart des relations auteur-éditeur du XIXe siècle est l'intensité parfois brutale de l'intervention hetzelienne sur les manuscrits. Hetzel ne se contente pas de corriger les coquilles ou d'alléger le style. Il supprime des chapitres entiers, modifie des intrigues, impose des scènes, atténue les passages qu'il juge trop sombres ou trop pessimistes pour la clientèle familiale qu'il cible. Il veille à la moralité des récits, pousse Verne à insérer des références à Dieu pour ne pas s'aliéner la clientèle catholique conservatrice et surveille la rigueur scientifique des passages techniques pour que la caution éducative du produit reste intacte. Verne, qui n'était pas homme à se laisser humilier, accepte la plupart de ses interventions en les anticipant lui-même. Sa correspondance témoigne de formules comme nous verrons ce qu'il y a à supprimer pour les mioches, parce qu'il a compris une chose que les créateurs de contenu contemporains apprennent souvent trop tard. Un produit qui prétend s'adresser à tout le monde mais qui ne se soumet à aucune discipline éditoriale finit par n'appartenir à personne. Cette exigence de cohérence interne, ce que nous appellerions aujourd'hui la brand consistency, est l'une des raisons pour lesquelles les voyages extraordinaires forment un univers reconnaissable dès la première page d'un volume inconnu. Il y a un style vernien, la précision documentaire, le héros ingénieur ou savant, l'enthousiasme pour la technique, la résolution finale de l'énigme par l'intelligence et le courage, la géographie comme personnage à part entière que l'éditeur a façonné autant que l'auteur et qui permet à un lecteur de 1880 d'ouvrir un titre qu'il ne connaît pas avec la certitude de retrouver quelque chose de familier. C'est le même mécanisme qui fait que l'on ouvre un roman de la série noire ou un film Marvel avec un horizon d'attente précis, une confiance fondée sur la cohérence passée, un abonnement tacite à une promesse éditoriale ou narrative. La négociation de Verne avec Hetzel autour du contrat lui-même est par ailleurs révélatrice de la sophistication commerciale de l'éditeur. En 1863, le premier contrat engage Verne à produire 2 volumes par an. En 1865, un second contrat l'oblige à 3 volumes annuels, garantissant à Hetzel un flux régulier de contenu pour alimenter sa machine éditoriale. Cette régularité de production est une stratégie qui n'a rien d'arbitraire. Elle maintient la présence de la marque Voyage extraordinaire dans la conscience publique toute l'année, assure à la revue du magasin un auteur vedette permanent et permet à l'éditeur de planifier ses campagnes d'étrennes avec la certitude d'avoir du nouveau contenu à proposer chaque décembre. C'est le principe du comptant calendar, formalisé 150 ans avant que les community managers ne l'enseignent dans leur formation en ligne. 4. L'invention de la franchise littéraire et du brand universe, en 1866, Hetzel prend une décision qui paraît aujourd'hui aussi naturelle qu'elle était alors audacieuse. Il donne un titre générique à l'ensemble des romans de Jules Verne, les réunit sous le label Voyage extraordinaire et leur confère ainsi le statut d'une collection, ou pour employer le vocabulaire de notre époque, d'une franchise. Ce faisant, il crée plusieurs effets commerciaux qui se potentialisent mutuellement. Il dote chaque nouveau titre d'un contexte préalable de confiance. Un lecteur qui a aimé 5 semaines en ballon, c'est désormais, en voyant les mots « voyage extraordinaire » sur la couverture d'un nouveau volume, qu'il retrouvera la même qualité, le même mélange de rigueur scientifique et d'aventure narrative. Il construit également un effet de collection. Posséder les voyages extraordinaires, ce n'est pas posséder des livres, c'est constituer une bibliothèque, assembler un univers, participer à une entreprise intellectuelle qui dépasse le roman individuel. Cet univers fictif, qui n'est pas encore nommé ainsi, la notion de univers éditorial ou cinématographique appartenant au XXe siècle, a une cohérence interne que Verne entretient délibérément par un réseau de références croisées entre ses romans.
L'île mystérieuse 1875 est un roman qui met en scène le dénouement de deux histoires précédentes. Les lecteurs du Capitaine Grant et de 20 000 lieues sous les mers y retrouvent des personnages et des fils narratifs qu'ils avaient cru définitivement conclus. Cette technique de l'intertextualité stratégique, qui ne porte pas encore ce nom, fidélise le lecteur de toute la série en récompensant sa culture vernienne par des révélations accessibles aux seuls initiés. C'est exactement le principe des Easter eggs qu'utilisent les franchises Marvel ou les séries télé contemporaines pour transformer leurs spectateurs en détectives fans qui cherchent les références cachées et en font la publicité sur les réseaux sociaux. La franchise Voyage extraordinaire crée également ce que nous nommerions aujourd'hui un effet de longue traîne sur le catalogue. Chaque nouveau roman d'aventure qui paraît remet en circulation les romans précédents parce que le nouveau lecteur acquis par le dernier Verne veut lire les titres antérieurs. Hetzel exploite ce mécanisme par des rééditons régulières sous des cartonnages nouveaux. La même œuvre, revêtue d'un habit inédit, redevient un produit neuf sur les tables des libraires, et par des recueils qui réunissent plusieurs titres sous une même reliure de prestige. Le fond ne meurt jamais, il se régénère continuellement, aspiré par le mouvement centrifuge que chaque nouveau succès imprime à l'ensemble de l'œuvre. C'est le backlist management érigé en système industriel. La dimension internationale. La première stratégie de déploiement mondial d'un auteur français, Jules Verne, est, au XIXe siècle, l'auteur français le plus traduit et le plus lu dans le monde, une position qu'il n'a pas perdue et qui fait de lui, 120 ans après sa mort, le deuxième auteur le plus traduit au monde selon l'index de l'UNESCO, derrière Agatha Christie. Cette présence internationale n'est pas le fruit d'un rayonnement spontané. Elle résulte d'une politique délibérée d'Hetzel pour diffuser ses textes hors de France, en négociant des traductions avec des éditeurs européens et américains, en veillant à ce que la qualité éditoriale des éditions étrangères soit conforme à celle des originaux français et en capitalisant sur le fait que la thématique vernienne, l'aventure géographique, la conquête scientifique, l'exploration des confins, était universellement intelligible dans une époque où l'Europe entière partageait la même fascination pour la colonisation, la cartographie et la technologie. Cette stratégie d'internationalisation repose sur une intuition fondamentale que les marketeurs globaux du XXIe siècle ont formalisée sous le concept de glocalisation. Le contenu doit être universel dans ses ressorts émotionnels et ses thèmes, localement adaptés dans ses références accessoires. Les héros de Verne sont français ou anglais, mais leurs aventures se déroulent partout. En Afrique, en Amérique, en Asie, au fond des mers, au centre de la Terre, sur la Lune. Et ce globe-trotting narratif systématique permet à chaque lecteur, quelle que soit sa nationalité, de trouver son pays ou son continent dans l'œuvre. Le Tour du monde en 80 jours, dont l'adaptation théâtrale de 1874 déclenche un triomphe à Paris avant de faire le tour des scènes européennes, est à lui seul une leçon de marketing international. C'est une histoire qui se passe partout et nulle part, dans laquelle les clichés nationaux que Verne distribue généreusement à ses personnages sont suffisamment universels pour être reconnus et appréciés par chaque lecteur qui s'y retrouve représenté. 6. 2026. La pertinence paradoxale d'un système vieux de 160 ans. Il existe, dans la distance qui sépare le Paris du Second Empire de l'économie numérique de 2026, une continuité de principes qui défie l'entendement des partisans de la rupture technologique permanente. Non pas que rien n'ait changé, tout a changé, les supports, les vitesses, les coûts, les intermédiaires, les comportements d'attention, mais les lois profondes qui régissent la relation entre un créateur, son contenu et son audience demeurent d'une stabilité remarquable, comme si elles relevaient d'une anthropologie plus fondamentale que n'importe quelle innovation technique. Les méthodes hetzeliennes, relues à la lumière des problèmes contemporains, ne sont pas des curiosités historiques. Ce sont des solutions à des problèmes que le numérique a rendus plus aigus, pas moins. La sérialisation hetzelienne, qui transforme chaque épisode du magasin d'éducation et de récréation en point 500 d'attaches émotionnelles pour des dizaines de milliers d'abonnés, est exactement ce que les newsletters les plus performantes de 2026 produisent pour leurs abonnés. Un contenu régulier, daté, attendu, qui crée une habitude d'attention et une relation de confiance que le numéro suivant est censé honorer. La mécanique du cliffhanger, interrompre le récit au moment précis où la tension narrative est à son comble, et celle des séries télévisées contemporaines, des podcasts en plusieurs épisodes, des threads Twitter qui annoncent une révélation dans la partie suivante. Le format a changé, la psychologie de l'anticipation est identique. Ce qu'Hetzel avait compris, et que beaucoup de créateurs de contenu numérique n'ont pas encore intégré, c'est que la régularité du rythme de publication est aussi importante que la qualité du contenu lui-même. Une publication irrégulière, même brillante,
ne construit pas d'audience fidèle parce qu'elle ne crée pas d'habitude. La stratégie des 3 formats, édition économique, édition courante, édition de luxe et la version prénumérique du modèle freemium qui structure aujourd'hui l'essentiel des modèles économiques des plateformes de contenu. L'édition bon marché non illustrée est le free tiers. Elle permet à l'utilisateur d'accéder au contenu avec un minimum de friction, de tester l'expérience et de se constituer comme lecteur vernien avant de monter dans la gamme. L'édition illustrée intermédiaire est le plan standard. Et le cartonnage de luxe aux dorures et aux couleurs vives, vendu au prix d'un objet précieux pour les fêtes de fin d'année, est le plan premium annuel avec les avantages exclusifs, la qualité sensorielle de l'objet, la valeur de collection, le signal social de la bibliothèque bien garnie. Ce que Hetzel avait construit sans en avoir le vocabulaire théorique est un parcours client à 3 points d'entrée, conçu pour maximiser la conversion à chaque niveau et favoriser la montée en gamme progressive. La campagne des étrennes, cette irruption saisonnière calculée dans le calendrier émotionnel des familles françaises, avec ses affiches grand format et ses cartonnages spéciaux, anticipe avec une exactitude presque vertigineuse les stratégies de Black Friday, de Cyber Monday et de Holiday Season Marketing que les géants du commerce numérique déploient chaque novembre avec des budgets que Hetzel n'aurait pas pu imaginer. Le principe est le même, exploiter la concentration temporelle de l'intention d'achat liée au cadeau pour maximiser les ventes du produit premium, en créant une urgence artificielle par la finitude de la saison et l'exclusivité des éditions saisonnières. Les cartonnages d'étrennes Hetzel sont les ancêtres directs des coffrets collecteurs de Noël, des éditions limitées de disques de vinyle, des bundles Soliday de jeux vidéo. La franchise Voyage extraordinaire, ce label générique qui transforme des romans individuels en éléments d'un univers cohérent, est la configuration exacte de ce que l'industrie culturelle contemporaine nomme IP Intellectual Property et exploite sous forme de Cinematic Universe, d'Expanded Universe éditorial, de franchise transmédiatique. En 1866, Hetzel ne sait pas qu'il invente le concept d'univers fictif partagé. Il sait qu'en donnant un titre générique à la collection, il transforme chaque acheteur d'un roman en acheteur potentiel de tous les autres. C'est le cross-selling par la narration, chaque tome est simultanément un produit complet et une publicité pour les autres titres de la collection, poussé à une efficacité que les plateformes de streaming contemporaines cherchent à reproduire avec leurs séries interconnectées. La mécanique de la collectibilité, les 2000 variantes de cartonnage, les couleurs rares et les motifs peu répandus qui valent aujourd'hui plusieurs milliers d'euros aux enchères, est l'ancêtre direct des stratégies de rareté calculées qui structurent les marchés des NFT, des sneakers en édition limitée, des cartes de collection et des produits dérivés à tirage restreint. La logique est la même dans tous les cas. Créer de la valeur non pas par l'utilité du produit, mais par sa rareté relative dans un système de collecte, transformer le consommateur en collectionneur et faire de l'incomplétude de sa collection le moteur permanent d'un désir renouvelé. Hetzel ne vend pas 2000 cartonnages différents parce qu'il manque de cohérence éditoriale. Il les produit délibérément pour rendre fous les collectionneurs, selon la formulation irrésistible de Claude Benoît. Sept. La leçon profonde, ce que Verne et Hetzel nous disent sur la nature du désir culturel au-delà des techniques et des dispositifs commerciaux dont le détail précède, ce que l'aventure vernienne hetzelienne illumine avec une clarté particulière, est une vérité sur la nature du désir culturel que ni la modernité ni le numérique n'ont modifié en profondeur. Les êtres humains ne veulent pas seulement consommer un contenu, ils veulent appartenir à une communauté de lecteurs, de spectateurs, de joueurs ou d'auditeurs qui partagent les mêmes références, le même vocabulaire, les mêmes émotions différées dans l'attente du prochain épisode. Ils veulent posséder des objets qui matérialisent et signalent cette appartenance. Et plus ces objets sont beaux, rares et chargés d'une valeur esthétique intrinsèque, plus ils remplissent efficacement cette fonction de signalement social. Ils veulent, enfin, que le contenu qu'ils consomment les élève, qu'ils leur apprennent quelque chose, les fasse voyager mentalement dans des espaces qu'ils n'atteindront jamais physiquement et leur permettent de se voir comme des individus curieux et cultivés. La formule instruire en amusant est, à ce titre, l'une des propositions de valeur les plus efficacement conçues de l'histoire culturelle occidentale, précisément parce qu'elle répond simultanément à 2 besoins que la morale bourgeoise du XIXe siècle avait artificiellement séparés. Le plaisir et l'utilité. En 2026, cette séparation a officiellement disparu du discours culturel, mais le besoin de la double légitimation qu'elle produisait demeure intact. Les podcasts qui s'appellent Serious Fun ou les newsletters qui présentent leurs analyses comme accessibles et rigoureuses reproduisent à l'identique la même rhétorique de réconciliation entre le plaisir coupable et le savoir sérieux. L'edutainment, ce néologisme que les anglophones ont forgé dans les années 90,
n'est que la redécouverte dans un vocabulaire académique de ce qu'Hetzel pratiquait avec Jules Verne 130 ans plus tôt. Il y a enfin, dans le partenariat lui-même, une leçon sur la division des rôles que les créateurs solitaires du web ont parfois du mal à intégrer. Jules Verne est l'auteur. Il crée le contenu, l'imagine, le documente, le rédige avec une discipline de production qui force l'admiration. 62 romans en 40 ans représentent un volume de travail que peu de romanciers contemporains, même armés de traitements de texte et d'assistants d'IA, seraient capables d'égaler. Hetzel est l'architecte commercial. Il pense le format, le prix, la saisonnalité, la fidélisation, l'internationalisation, la cohérence de marque, la relation avec les libraires et la presse. Les deux fonctions sont indissociables du succès, et aucune ne saurait produire seule ce que leur combinaison a engendré. Verne sans Hetzel est un dramaturge de second rang qui survit en jouant à la bourse. Hetzel sans Verne est un éditeur républicain respecté, dont la postérité reste réservée aux spécialistes de l'histoire du livre. 8. Synthèse appliquée. 7 principes hetzeliens pour les créateurs de 2026. La première leçon est celle du contenu sérialisé à rythme contractuel. Hetzel lit Verne par contrat à 2 puis 3 volumes par an, parce qu'il sait qu'une audience se construit sur la régularité et non sur le chef-d'œuvre occasionnel. Pour un créateur de contenu en 2026, qu'il s'agisse d'une newsletter, d'un podcast, d'une chaîne YouTube ou d'une série de formations en ligne, s'engager publiquement et contractuellement envers son audience sur un rythme de publication précis est le geste fondateur qui transforme un projet en une relation. Le contenu moyen publié régulièrement bat systématiquement le contenu excellent publié irrégulièrement parce que l'algorithme et l'habitude d'attention du lecteur récompensent la prévisibilité plus que la qualité ponctuelle. La deuxième leçon est celle de la proposition de valeur hybride. Instruire en amusant signifie ne choisir ni le divertissement pur ni le traité sérieux, mais occuper l'espace de lisière où la valeur éducative justifie le plaisir et où le plaisir rend l'éducation désirable. En 2026, cet espace est le plus disputé et le plus rentable du marché de l'attention. Les créateurs qui réussissent durablement sont ceux qui parviennent à faire de leur audience un groupe de personnes plus compétentes et plus cultivées à l'issue de chaque épisode, article ou vidéo, pas seulement divertis ou informés ponctuellement. La troisième leçon est celle du pricing à palier comme architecture de l'audience. Proposer le même contenu sous 3 formes à 3 prix différents, gratuit ou très accessible, standard, premium de collection, permet de ne pas choisir entre l'acquisition d'une audience large et la monétisation d'une audience fidèle. La gratuité ou la quasi-gratuité du premier niveau est un investissement dans la constitution d'une base de lecteurs dont une fraction prévisible montera en gamme vers les niveaux supérieurs. La beauté et l'exclusivité du niveau supérieur financent les niveaux inférieurs et créent la désirabilité qui donne envie d'y accéder. La quatrième leçon est celle du calendrier émotionnel. Les êtres humains concentrent leur intention d'achat et leur générosité à des moments prévisibles de l'année, les fêtes, les anniversaires, les rentrées, les solstices commerciaux du Black Friday et du Cyber Monday. Construire une offre premium spécifiquement conçue pour ces moments de concentration émotionnelle, comme Hetzel construisait ses cartonnages d'étrennes, est plus efficace que de chercher à vendre à intensité constante tout au long de l'année. La rareté temporelle, l'édition disponible seulement pendant les fêtes, la formation ouverte seulement en janvier, amplifie l'urgence et la valeur perçue. La cinquième leçon est celle du brand universe comme moteur de fidélisation. Donner un nom à sa collection, créer des liens narratifs ou thématiques entre ses contenus, récompenser les lecteurs fidèles par des références croisées et des révélations accessibles aux seuls initiés. Voilà ce que Hetzel nommait voyage extraordinaire et ce que les créateurs contemporains construisent sous des appellations variées, univers, communauté, écosystème. La franchise n'est pas réservée aux grandes entreprises. Elle est accessible à tout créateur qui accepte de penser son contenu non pas comme une série de produits indépendants, mais comme les éléments d'un monde cohérent que l'audience a intérêt à explorer dans sa totalité. La sixième leçon est celle de la collectibilité comme rétention. Produire des variantes, des éditions limitées, des accès exclusifs qui font partie 500, un ensemble impossible à compléter entièrement, est un mécanisme de fidélisation dont la puissance est inversement proportionnelle à sa visibilité. Le collectionneur de cartonnage Hetzel ne peut jamais avoir fini sa collection parce qu'Hetzel produit toujours un nouveau motif, une nouvelle couleur, une nouvelle association titre-cartonnage. Le créateur de 2026 qui produit des archives exclusives, des bonus réservés aux abonnés anciens, des éditions physiques en tirage limité de ses meilleures créations numériques, réactive le même mécanisme avec les outils de son époque.
La 7e leçon, enfin, est la plus difficile à accepter pour les créateurs solitaires qui préfèrent tout contrôler, est celle de la complémentarité des rôles. Jules Verne avait Hetzel, un partenaire qui pensait à sa place les questions commerciales, de format, de prix, de saisonnalité, de brand management, libérant l'auteur pour se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire à l'œuvre elle-même. En 2026, ce rôle peut être tenu par un éditeur, par un manager, par un associé ou, dans une mesure croissante, par des outils d'intelligence artificielle capables d'assister les décisions éditoriales et commerciales. Mais la fonction demeure indispensable. Celui qui crée et celui qui commercialise sont rarement le même individu, et les cas où ils le sont avec un égal bonheur dans les deux rôles sont suffisamment rares pour qu'on ne compte pas dessus. Conclusion. La page blanche est toujours le même gouffre. Jules Verne est mort le 24 mars 1905 à Amiens, dans l'appartement où il vivait depuis 25 ans, à quelques semaines de ses 77 ans. Hetzel l'avait précédé dans la mort 19 ans plus tôt, en 1886, laissant à son fils Louis-Jules la charge d'une maison d'édition dont la santé financière dépendait étroitement de la continuation du partenariat vernien. Leurs deux noms sont tellement liés que les cartonnages les plus précieux que les collectionneurs s'arrachent aujourd'hui aux enchères. L'un d'eux a récemment atteint 28 000 € pour un exemplaire du Tour du monde en 80 jours en cartonnage rare. Portent les deux noms dans leur définition. Un Verne Hetzel, disent les bibliophiles, comme si l'œuvre était bicéphale, produit d'une intelligence double qui ne saurait être séparée sans être mutilée. Ce que leur histoire nous enseigne en dernière instance n'est pas une méthode, mais une posture. La certitude que la valeur durable se construit dans la durée, par l'accumulation patiente d'une confiance, d'une réputation et d'un univers que le public finit par habiter comme un espace familier. Ni Verne ni Hetzel ne cherchaient le coup unique, la mode passagère, le best-seller de la saison qui disparaît de la mémoire collective en même temps qu'il quitte les tables des libraires. Ils construisaient, avec la conscience explicite de construire, une œuvre qui traverserait les générations, une collection que les parents transmettraient à leurs enfants avec la même fierté qu'une bibliothèque de famille, un univers dont la richesse inépuisable serait chaque fois redécouverte par un nouveau lecteur qui, en ouvrant son premier Verne, entrerait dans la fraternité silencieuse de tous ceux qui l'avaient précédé. En 2026, où la durée de vie moyenne d'un contenu viral se mesure en heures et où les algorithmes récompensent l'instant présent au détriment de la profondeur temporelle, cette ambition de la pérennité n'est pas une nostalgie. C'est la stratégie la plus radicalement contre-cyclique qui soit. Construire quelque chose qui dure, dans un monde qui consomme et oublie à la vitesse de la lumière, est peut-être le seul véritable avantage compétitif durable qui reste à la disposition de ceux qui créent. Hetzel l'avait compris. Verne l'avait vécu. La page blanche est toujours le même gouffre. Mais au bord de ce gouffre, il n'est pas inutile de savoir comment se tenaient ceux qui ont transformé le vertige en empire. Source principale. Gallica sur Ben F. Jules Verne, voyage extraordinaire. Kriel J. Hetzel découvreur de Jules Verne 2005. Hérodote.net, Pierre-Jules Hetzel, un éditeur engagé dans son siècle. Le voyage à Nantes sur Musée Jules Verne, la fabrique du succès 2024. BNF, l'aventure du livre. Wikipédia, article Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel. Open Edition, romance d'anticipation et vulgarisation scientifique. Les enjeux du dialogue éditorial Verne-Hetzel.